Tout semblait normal, du moins jusqu'à ce que je croise une infirmière en uniforme des années 1950. Je me considère comme un homme rationnel. Un homme de réflexion. Pas tout à fait athée, mais, disons, un homme de science. Tout ce qui arrive doit bien avoir une explication logique, non ? Aucune personne saine d'esprit ne croirait à quelque chose d'aussi absurde qu'un glissement temporel. On dit que voir, c'est croire, et à 16 ans, j'ai vu quelque chose de vraiment étrange. Mon père avait souffert de presque toutes les maladies imaginables, vous les nommez, il les avait eues. J'avais passé une bonne partie de mon enfance dans des hôpitaux, arpentant les couloirs des services de soins, au point que cela m'était devenu familier, presque une routine. En fait, je voyais ces visites comme une sorte d'aventure, trop jeune et trop bête pour réaliser que mon père se mourait lentement, et que chaque séjour à l'hôpital diminuait ses chances de rentrer à la maison. À mes yeux, l'hôpital représentait un monde à explorer. Un jour, alors que mes parents discutaient avec un médecin au sujet de l'état de santé de mon père, j'ai décidé d'aller me promener, sans but précis. Je voulais simplement m'éloigner de la cafétéria ou de l'unité où se trouvait mon père. Je me suis mis à marcher, sans trop réfléchir, pendant une dizaine de minutes, jusqu'à ce que je me rende compte que j'étais dans une partie plus ancienne de l'hôpital. Elle n'avait pas l'aspect stérile et éclatant de l'aile moderne où mon père était hospitalisé. Pourtant, personne ne m'a arrêté pour me dire que je n'avais rien à faire là, alors j'ai continué à avancer. Tout semblait normal, du moins jusqu'à ce que je croise une infirmière en uniforme des années 1950. Je n'avais aucune connaissance des tenues d'infirmières de cette époque, mais j'avais vu assez de films et de séries pour reconnaître le style. Une autre infirmière est passée, poussant un vieux chariot hospitalier. J'ai continué jusqu'à ce que je m'arrête devant une salle, et ce que j'y ai vu me hante encore aujourd'hui. Le sol était carrelé de marron et de blanc, en damier, et il y avait plus de lits que je n'en avais jamais vu de ma vie, alignés en rangées serrées. Un vieil homme était assis sur l'un des lits, vêtu d'une robe de chambre marron par-dessus ce que je supposais être un pyjama. Il ne m'a pas remarqué, mais je l'ai fixé pendant ce qui m'a semblé être 10 minutes. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi triste de toute ma vie. Même maintenant, en écrivant ces lignes, je sens une boule se former dans ma gorge, prête à m'étouffer de chagrin. Cet homme semblait perdu, oublié. Je ne trouve pas les mots justes, mais c'était comme si sa tristesse me transperçait. Je n'ai aucun souvenir de la façon dont je suis revenu dans le service de mon père, ni de ce que j'ai fait après avoir vu cette scène. C'est comme si ma mémoire avait effacé ce moment de ma vie. La partie rationnelle de mon cerveau cherche encore à donner une explication logique à tout cela. Peut-être s'agissait-il d'une hallucination, une façon pour mon esprit de gérer la réalité brutale de la mortalité de mon père. Une réalisation douloureuse que sa mort était probablement imminente, et que je ne pouvais rien y changer. Même si je préfère croire à une explication psychologique, une petite part de moi ne peut s'empêcher de se demander, et si ce n'était pas aussi simple ? Je dois préciser que j'avais environ 10 ans à l'époque. Mon frère, notre ami, et moi avions décidé de lancer un service de lavage de voitures devant la maison de notre père, principalement parce qu'on s'ennuyait. Mon ami et moi avons commencé à faire du porte-à-porte pour demander aux gens s'ils voulaient qu'on lave leur voiture. Nous avons dû frapper à 6 ou 7 portes, tout au plus, et nous nous sommes retrouvés dans notre petit cul-de-sac. Mon ami s'est dirigé vers la dernière maison au fond de la rue, mais, tout de suite, j'ai ressenti une mauvaise impression. Un sentiment d'alerte, presque viscéral. Je lui ai dit que cette maison me mettait mal à l'aise, mais elle m'a assuré que ce serait la dernière et m'a suggéré de rester sur le trottoir si je me sentais si nerveuse. Je l'ai donc regardé s'approcher de la porte et parler à une personne qui, de loin, avait l'air parfaitement normale. Tout semblait se dérouler sans problème, et elle est revenue en me disant que l'homme avait dit qu'il réfléchirait à notre proposition. Pourtant, ce sentiment de malaise ne me quittait pas. Alors que nous nous éloignions de la maison, je me suis retourné, comme si une présence me fixait. Et c'était effectivement le cas. Là, à la fenêtre, une femme nous regardait fixement. Je me souviens très bien d'elle. Elle avait la peau mate, de longs cheveux noirs et raides, et portait une robe fluide d'un rose éclatant,
presque comme un peignoir. Je me suis senti prise de panique et j'ai tapé l'épaule de mon amie. Quand elle a vu la femme, elle aussi a eu un mouvement de recul, et nous avons détalé en courant sans réfléchir. C'est là que les choses ont pris une tournure vraiment étrange. Nous n'étions partis que depuis, au plus, une demi-heure, et la maison de notre père n'était qu'à quelques maisons de là. Nous sommes rentrés chez nous, encore un peu secoués mais riant nerveusement de notre propre frayeur. Pourtant, à notre grande surprise, nous avons trouvé mon frère et notre père dans la cuisine, visiblement très inquiets. Ils se sont mis à nous gronder, disant que nous avions été absents pendant des heures. Mon frère a affirmé qu'ils avaient parcouru tout le quartier 2 fois pour nous chercher, et mon père a insisté sur le fait que nous avions disparu pendant 5 heures. Incrédules, nous avons répliqué que nous n'avions été dehors que 15 à 30 minutes tout au plus. Mais ils nous ont fait remarquer que le soleil était en train de se coucher. Nous avons protesté, en disant que le soleil était encore haut dans le ciel. Mais en sortant dehors, nous avons constaté qu'il faisait presque nuit. Nous n'avons jamais pu comprendre ce qui s'est passé. Le temps semblait avoir glissé, d'une manière ou d'une autre, et l'expérience est restée inexplicable. À chaque fois que j'y repense, je me demande si cette femme que j'ai vue était vraiment humaine. Peut-être était-elle liée à ce mystère, une sorte d'entité ou de présence qui aurait altéré notre perception du temps. Il y a environ 12 ans, j'ai vécu une expérience des plus étranges, qui reste encore gravée dans ma mémoire. Ce jour-là, ma mère, ma grand-mère, une amie et moi étions partis passer la journée dans une ville côtière locale. C'était une destination que nous connaissions bien, car nous y allions régulièrement, 3 à 4 fois par an, pour rendre visite à des membres de notre famille qui y habitaient. Depuis l'enfance de ma mère, nous avions toujours emprunté la même route à travers la campagne, préférant éviter l'autoroute pour profiter de l'habitude de nous arrêter dans ce que nous appelons notre maison de mi-chemin pour manger un sandwich à l'aller et prendre un verre au retour. C'était devenu une sorte de rituel familial. Cette journée avait commencé comme toutes les autres. Nous avions fait le trajet habituel jusqu'à la côte, nous arrêtant pour notre sandwich, et le soleil brillait, promettant une belle journée d'automne. Mais c'est sur le chemin du retour que les choses ont commencé à devenir bizarres. Nous étions repartis en fin d'après-midi pour éviter la circulation de fin de journée et rentrer à temps pour que mon amie puisse être déposée chez elle à une heure raisonnable. Le voyage semblait normal, nous étions sur la route que nous avions parcourue des dizaines de fois. Environ 10 minutes après notre départ, nous avons remarqué que le temps avait changé de manière drastique. Le ciel bleu ensoleillé s'était transformé en un plafond de nuages gris, et l'air était devenu étonnamment froid. Nous n'y avons pas prêté trop attention au début, jusqu'à ce que ma mère, visiblement déconcertée, dise « Je ne sais plus où je suis ». Cela nous a tous surpris. Elle était catégorique, elle n'avait pris aucun virage inhabituel et avait suivi le même trajet qu'elle connaissait depuis toujours. Pourtant, la route ne nous semblait plus familière. Aucun des repères habituels n'était en vue, tout ce que nous pouvions voir, c'était des champs à perte de vue, et la route était déserte. L'anxiété a commencé à s'installer. La route semblait étrangement silencieuse, et nous n'avions pas croisé une seule voiture depuis ce qui nous paraissait une éternité. Ma mère a essayé de nous rassurer, suggérant que nous nous arrêterions au prochain village pour utiliser son vieux GPS, car en 2010, les téléphones n'étaient pas aussi sophistiqués qu'aujourd'hui et n'avaient pas de carte fiable. Nous avons continué, et enfin, au loin, nous avons aperçu quelques maisons. Il y avait 2 maisons jumelées, une petite ferme avec sa cour, un passage à niveau pour le train, et un pub. Ma grand-mère a proposé que nous nous arrêtions là pour calmer nos nerfs. En entrant dans le pub, l'ambiance était encore plus étrange. L'endroit était complètement vide, sauf pour un vieil homme assis dans un fauteuil à bascule près d'un feu de cheminée. Il a cessé de se balancer dès que nous sommes entrés, et son regard s'est fixé sur nous, les yeux écarquillés, comme s'il venait de voir des fantômes. Il portait un pantalon de travail marron avec des bretelles, des bottes noires, une chemise crème avec un gilet en laine, une casquette plate, et il fumait une pipe, comme s'il sortait tout droit des années 1910. Nous nous sommes dirigés vers le bar, où une femme s'activait. Lorsqu'elle nous a aperçus, elle s'est figée, le visage choqué. Nous avons demandé si le pub était ouvert, vu l'étrange silence qui y régnait,
et elle a balbutié « Oh oui, oui, bien sûr. Que puis-je vous servir ?» Nous avons commandé des boissons non alcoolisées, et elle s'est mise à griffonner des chiffres avec un crayon sur un bout de papier pour calculer le montant, semblant complètement désorientée lorsque nous avons essayé de payer par carte. Nous avons finalement sorti de la monnaie pour faciliter les choses. À ce moment-là, une petite fille, d'environ 7 ou 8 ans, a dévalé un escalier étroit. Elle portait des collants blancs, des chaussures marron de type brogue, une robe bordeaux à la coupe rétro, et un cardigan tricoté à la main. Ses cheveux étaient en boucles serrées. Elle s'est arrêtée net, nous fixant avec des yeux ronds de surprise, puis elle a regardé la barmaid, visiblement sa mère, comme pour chercher une explication. Nous avons pris nos boissons et sommes sortis nous asseoir à une table en bois dans le jardin. Le vieil homme a recommencé à se balancer, sans nous lâcher des yeux. Nous avons parlé à voix basse de l'étrangeté de la situation. Le silence était assourdissant, et il n'y avait toujours aucune voiture dans le parking, ni aucune âme qui vive aux alentours. Le village semblait figé dans une autre époque. C'est alors qu'un homme en fourgonnette est arrivé. Il a sorti une pioche et une pelle de l'arrière de son véhicule, nous a regardés, et a dit « Oh, des visiteurs », avant de disparaître dans le pub. Pris de panique, nous avons terminé nos boissons à la hâte, sauté dans la voiture et sommes partis aussi vite que possible. En l'espace de quelques minutes, nous étions de retour sur une route familière, et le soleil brillait de nouveau. Nous n'avons jamais pu comprendre ce qui s'était passé. Nous avons passé le reste du trajet à en parler, essayant de donner un sens à cette rencontre étrange, les routes que nous ne reconnaissions pas, les vêtements d'un autre temps, et la manière dont ces gens nous avaient regardés, comme si nous étions des étrangers venus d'un autre monde. Plus de 10 ans plus tard, nous en parlons encore, et le souvenir est aussi clair qu'au premier jour. C'est, sans aucun doute, l'expérience la plus étrange de ma vie. J'ai vécu beaucoup de phénomènes étranges liés au temps dans ma vie. Vous savez, ces moments où le début et la fin semblent beaucoup plus éloignés que ce que la durée intermédiaire devrait permettre. Comme une promenade de 10 minutes qui, inexplicablement, en prendrait 4 heures. J'ai gardé ces expériences pour moi, surtout parce que j'étais la seule témoin, et si on doit choisir entre une explication surnaturelle et moi qui deviens folle, eh bien, je préfère éviter de parier là-dessus. Mais cette histoire est différente. Cette fois, il y avait plusieurs témoins, et tous racontent la même chose. C'était la veille du Nouvel An. Mon mari, nos 2 enfants, 13 et 9 ans, et moi étions dans un motel. Nous avions prévu de regarder le feu d'artifice depuis le balcon à minuit, puisqu'on était en plein centre-ville et qu'ils éclateraient tout autour de nous. Mais nous avions encore des heures devant nous avant l'événement. Le soleil venait de se coucher, laissant un ciel brumeux, teinté de violet. Je préparais le dîner, des mini-burgers, qui étaient censés être prêts dans 20 minutes. Pendant que je disposais les assiettes, on a commencé à entendre des feux d'artifice. J'ai regardé l'heure sur mon téléphone, il était un peu plus de 19 heures. Les détonations continuaient, résonnant au loin, et les enfants étaient excités. Ils sont sortis sur le balcon pour voir et m'ont demandé de venir. Je leur ai répété que c'était impressionnant, mais que le vrai spectacle commencerait à minuit. Mais plus les feux d'artifice explosaient avec intensité, plus je me posais des questions. Le rythme semblait bien trop rapide pour une simple mise en bouche de début de soirée. Au bout d'un moment, je suis allé sur le balcon pour admirer les explosions de lumière dans le ciel. C'était grandiose, un véritable festival de couleurs. Si tout cela se passait à 19 heures, qu'est-ce que minuit nous réservait? Intrigué, j'ai vérifié de nouveau mon téléphone. Il était minuit 15. Je ne saurais même pas vous dire ce que j'ai fait juste après. Sur le coup, j'étais déçu pour les enfants, tout autant qu'eux. Nous étions aussi tous extrêmement perplexes. On se répétait que le soleil s'était couché littéralement 1 heure plus tôt. J'avais commencé à préparer le dîner alors qu'il faisait encore jour, et les mini-burgers étaient tout juste prêts et encore bien chauds. Je me souvenais très clairement avoir vérifié l'heure pendant que le ciel était encore violet, et j'avais calculé le temps restant pour les enfants. Mais d'une minute à l'autre, il était passé de 19 heures à minuit. Je n'ai même pas de conclusion logique à cette histoire. J'aurais pu accuser mon téléphone d'avoir un problème avec l'heure,
mais cela n'explique pas que le coucher du soleil ait précédé de si peu ce passage à minuit. On était en Utah, pas au cercle arctique. Mon mari, qui travaille de nuit et est habitué à ce que la perception du temps soit déformée, a mis ça sur le compte d'une illusion de temps. Mon fils, qui adore les histoires de voyage dans le temps, l'a accepté sans trop de questions parce que, pour lui, c'est un concept fascinant. Ma fille et moi, par contre, sommes restés avec ce doute persistant, même des années plus tard. Chaque fois que je prépare un repas pour une occasion spéciale, elle me le rappelle, comme si ni l'une ni l'autre ne pouvions vraiment faire confiance au temps pour que les choses soient prêtes quand elles le devraient. On attend les événements avec une pointe d'appréhension, parce qu'on sait désormais qu'on peut les rater, comme ça, sans prévenir. Cela s'est passé il y a environ 15 ans, j'avais une vingtaine d'années à l'époque. Il devait être autour de 21h30. Ma copine de l'époque et moi venions de sortir du cinéma, et on roulait en ville à la recherche d'un restaurant encore ouvert. Malheureusement, la plupart des établissements semblaient avoir fermé à 21h, et nous ne trouvions rien. On arrivait à la fin de la rue principale, prêt à abandonner et à nous contenter d'un McDonald's, quand on a dépassé un vieux restaurant qui, à notre connaissance, avait fermé ses portes depuis des années. Pourtant, il paraissait étrangement vivant. Les lumières étaient allumées, éclatantes, et à travers les grandes fenêtres, on voyait des clients assis aux tables, des serveurs se déplaçant entre eux, et une ambiance animée qui donnait l'impression d'un restaurant en pleine activité. C'était exactement ce que nous cherchions, alors j'ai garé la voiture sur le côté du bâtiment. Nous sommes sortis, avons marché vers l'entrée du restaurant et là, tout a changé. Le bâtiment était sombre, silencieux, complètement fermé, avec des fenêtres condamnées par des planches. L'endroit était aussi désert qu'il l'était depuis des années, tout comme il l'est encore aujourd'hui. Je n'ai aucune explication pour cet événement. Nous étions deux à avoir vu le restaurant ouvert, plein de vie et de clients, donc je sais que ce n'était pas une simple hallucination. Le bâtiment est très ancien, construit au début des années 1800. Il avait d'abord servi de moulin, puis d'hôpital. Je n'ai jamais entendu parler de phénomènes étranges qui y seraient associés, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il fonctionnait comme restaurant, il s'appelait « Fisher Ghost Restaurant », en référence à une célèbre affaire de meurtre vieille de 200 ans. Cette histoire est accompagnée d'une légende locale de fantômes, et l'incident s'était produit juste à côté de l'endroit où se trouve le restaurant. De plus, la terre appartenait à l'époque à l'homme qui avait été assassiné. C'était donc mon expérience étrange avec l'inexpliqué. Un moment fugace et troublant que je n'oublierai jamais. J'étais en camping avec des amis, et nous avions installé notre campement à quelques kilomètres de la ville la plus proche, sur une petite montagne. Il était environ 19h, la nuit commençait à tomber, et nous étions en train de finir de préparer le camp lorsque nous nous sommes rendus compte que nous n'avions pas beaucoup de bois pour le feu. On en avait suffisamment pour 1 heure ou 2, mais pas plus. Ayant un petit creux et voulant aussi quelques encas, j'ai proposé de descendre en voiture jusqu'à la ville pour acheter du bois de chauffage et des provisions, promettant de revenir en moins d'1 heure. 2 de mes amis ont sauté sur l'occasion, fatigués de ne pas avoir de réseau pour leur téléphone au campement, alors nous sommes tous montés dans ma voiture pour nous rendre en ville. Le trajet prenait environ 20 minutes, plus ou moins. Une fois en ville, nous avons été très rapides, achetant juste l'essentiel, avec quelques sacs de bonbons et un peu de mélange de fruits secs en plus. Nous avons même accéléré sur le chemin du retour, conscients que nous faisions un excellent temps. En fait, nous étions de retour au pied de la montagne en moins de 10 minutes, mais j'ai dû ralentir un peu en voyant une voiture de police garée sur le bas-côté. Lorsque nous sommes arrivés au camp, quelque chose n'allait pas. Le feu de camp s'était complètement éteint, et nos autres amis étaient entassés dans la voiture de l'un d'entre eux, comme s'ils s'apprêtaient à partir. En nous voyant, ils ont sauté hors de la voiture pour nous confronter, visiblement inquiets. Ils nous ont demandé où nous étions passés et pourquoi nous avions mis autant de temps. Ils ont expliqué que le feu s'était éteint depuis des heures, et qu'ils étaient sur le point de quitter le campement, persuadés que nous avions eu un accident. Déconcertés, nous avons affirmé que nous n'étions partis que pour moins d'1 heure. Mais nos amis ont pointé du doigt l'heure, il était maintenant 23 heures.
Cela signifiait que nous avions disparu pendant près de 3 à 4 heures. Nous avons juré que c'était impossible, que nous n'avions pas été partis si longtemps. Pourtant, il ne voulait rien entendre, pensant que nous avions traîné ou perdu la notion du temps en faisant les idiots. Le plus étrange, c'est que nous savions pertinemment que nous avions respecté notre timing. Nous n'avions aucun souvenir d'un long écart de temps, pas d'arrêt prolongé ni d'incident qui aurait pu expliquer cette disparition de plusieurs heures. À ce jour, nous ne comprenons toujours pas où ce laps de temps s'est envolé pendant ce trajet de retour. C'est un mystère qui nous hante encore. Cela s'est passé il y a environ 20 ans, mais j'y repense de temps en temps, et chaque fois, cela me laisse un profond sentiment de malaise. C'était tellement étrange et je n'ai jamais réussi à trouver une explication logique. Je me trouvais en voiture avec mon père, qui conduisait, sur une route calme près de chez nous. Il n'y avait qu'une seule voiture devant nous. Tout à coup, cette voiture s'est arrêtée si brusquement que mon père a dû freiner violemment pour éviter de la percuter. Il n'y avait aucune raison évidente pour laquelle la voiture s'était arrêtée. Il n'y avait pas de véhicule devant elle, je n'ai vu aucun animal traverser, ni quoi que ce soit qui aurait pu bloquer le passage. Après quelques instants d'attente, mon père, visiblement agacé, a dit quelque chose comme « Mais qu'est-ce qu'il fiche, bon sang ?» Et c'est à ce moment-là que je l'ai entendu. Un chant. Un chant que je ne peux décrire que comme un chant de moine. Cela s'est produit très rapidement, mais c'était comme si une seule voix douce avait commencé, puis s'était transformée en une chorale entière, avec un volume qui a explosé en quelques secondes, devenant presque assourdissant, avant de s'arrêter net au bout de 3 secondes. Le son semblait venir de la banquette arrière, mais aussi de l'espace entre mon père et moi, comme si le chant emplissait toute la voiture. Il n'y avait aucune autre voiture autour de nous, personne qui aurait pu générer ce son en passant près de nous. Le plus perturbant, c'est la sensation que j'ai ressentie en même temps que le chant. Pendant ces quelques secondes, j'ai eu l'impression d'avoir glissé hors du temps, comme si j'avais brièvement basculé dans une autre époque, pour ensuite revenir tout aussi soudainement à la réalité. Je ne sais pas vraiment comment décrire cette sensation autrement, c'était comme si j'avais été zappé, hors du moment présent. Dès que le chant s'est arrêté, j'ai regardé mon père. Il me fixait avec un air d'étonnement et a dit « Tu as entendu ça ? C'était quoi, ça ?» Lui aussi a décrit ce sentiment d'avoir été tiré hors de l'instant et a confirmé que le son semblait venir de l'espace entre nous, puis remplir toute la voiture. Ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est que mon père n'a jamais cru aux fantômes ou aux phénomènes paranormaux. Il n'avait jamais le temps pour ce genre de choses et était plutôt pragmatique. Pourtant, ce jour-là, il a avoué que cela l'avait profondément troublé, et nous n'avons jamais pu trouver d'explication. Le chant était vraiment effrayant, comme quelque chose que l'on entendrait dans un film d'horreur. J'ai essayé de faire des recherches sur l'histoire de la zone où cela s'était produit, mais la seule information que j'ai trouvée est que le terrain n'avait été que des champs agricoles il y a plusieurs siècles, bien avant que des maisons ne soient construites. Je reste à ce jour avec cette même question obsédante, qu'est-ce que nous avons entendu ce jour-là ? Je pensais au départ que c'était un phénomène paranormal, en particulier un démon imitateur, mais un commentaire m'a suggéré une autre explication, et je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. Depuis environ 2 jours, des choses étranges se produisent dans notre maison. Des événements qui, franchement, ne semblent pas avoir de sens. Le premier incident est survenu alors que je sortais de la douche. Mon petit ami est entré dans la salle de bain pendant que je me séchais et m'a tendu une paire de culottes. Je l'ai remercié, mais je lui ai dit que j'avais déjà pris une paire avec moi. Il a répondu en plaisantant, quelque chose comme « Tu m'as crié de venir te les apporter, alors tu ferais mieux de les prendre. » Je pensais qu'il plaisantait juste, alors j'ai pris les culottes et je lui ai dit de sortir de la salle de bain, un peu amusé. Quelques heures plus tard, un autre événement étrange est survenu. Ma colocataire se préparait pour un rendez-vous et m'a appelé depuis sa chambre pour que je vienne fermer la fermeture éclair de sa robe. Je suis allé dans sa chambre, mais il n'y avait personne. J'ai entendu la salle de bain s'ouvrir, et elle est sortie, vêtue d'un gant et d'un débardeur, rien qui nécessiterait mon aide pour fermer une robe. Je lui ai raconté ce que j'avais entendu,
et on a fouillé sa chambre ensemble, perplexes. Son ordinateur et sa télévision étaient éteints, et tout semblait parfaitement normal. Pourtant, il y avait ce sentiment étrange qui ne nous quittait pas. Plus tard, vers 23 heures, mon copain et moi sommes sortis prendre une glace et assister à un spectacle. On est rentré à la maison, et on s'est endormi peu de temps après. Le lendemain matin, ma colocataire nous a fait une remarque en rigolant, disant qu'elle nous avait entendu avoir des ébats bruyants et qu'à un moment, on devait vraiment s'éclater vu les cris que tu poussais. Je lui ai demandé à quel moment c'était arrivé, et elle a dit autour de minuit. Mais c'est impossible, parce que nous n'étions même pas à la maison à cette heure-là, et pour ajouter à la confusion, nous n'avions même pas eu de relation intime ce soir-là. Le dernier événement a eu lieu durant notre séance de méditation en soirée. Nous étions tous les deux dans notre chambre, la porte fermée, et on pouvait entendre deux personnes discuter derrière la porte. On ne distinguait pas les mots, mais les voix étaient claires. Mon premier réflexe a été de penser que quelqu'un s'était introduit chez nous. Mais soudain, l'une des voix s'est adressée directement à nous, « Bonne nuit à vous ». Puis, on a entendu quelqu'un rire doucement et s'éloigner. Ce qui m'a glacé le sang, c'est que la voix ressemblait exactement à celle de ma colocataire, et c'est tout à fait le genre de choses qu'elle fait d'habitude pour nous taquiner quand on est au lit. Alors, pensez-vous que cela ressemble à une faille dans la réalité ? Pourrait-il s'agir d'un glissement temporel ? Est-ce possible que des événements du passé ou du futur aient fait irruption ou se soient retrouvés coincés dans le présent ? Je sais que cela paraît tiré par les cheveux, mais honnêtement, je n'ai aucune idée de ce que ça pourrait être. C'est, de loin, l'expérience la plus étrange que j'ai jamais vécue, et encore aujourd'hui, j'en ai les larmes aux yeux et l'esprit troublé en y repensant. C'était en 2010, j'avais 25 ans, et je vivais chez mes parents, qui m'apportaient un soutien incroyable pendant que je reprenais mes études après avoir quitté le lycée et élevé mes deux enfants extraordinaires. Il était environ 17 heures, un après-midi d'automne. J'étais dans ma chambre, assis à mon bureau, en train de travailler sur mon ordinateur portable pour un devoir. Mon bureau faisait face au mur d'en face, juste en face de mon lit, et à ma gauche, à environ 2 pieds de distance, il y avait ma vieille télévision à tube cathodique, posée sur ma commode. Comme à mon habitude, je procrastinais un peu, regardant une émission débile à la télévision au lieu de me concentrer. Comme la télé était si proche, j'ai décidé de me lever pour ajuster le volume directement, au lieu d'utiliser la télécommande. J'ai tendu ma main gauche vers la télé et, soudain, c'est comme si un interrupteur avait basculé et que mon environnement entier avait changé en un clin d'œil. Je ressens encore cette sensation au fond de moi, comme si quelque chose de profondément anormal s'était produit. Je sais que je n'ai pas halluciné, c'était bien réel. Je me retrouvais dans la maison de mon enfance, à une vingtaine de kilomètres de là, et j'étais, apparemment, retourné 18 ans en arrière. Je me tenais là, debout, en face du seul placard du couloir de notre petite maison d'une chambre, une vieille bâtisse de plus de 100 ans. Le placard avait ses portes coulissantes sur rail, qui ne restaient jamais bien en place. Il fallait toujours être très prudent pour les ouvrir. La porte du placard était grande ouverte, et ma main, déjà tendue, allait attraper un objet très familier. Quand j'étais enfant, ma mère avait un flacon de parfum qui me fascinait. Le parfum en lui-même était bon marché et l'odeur ne me plaisait pas particulièrement, mais le flacon était un chef-d'œuvre en verre, en forme d'oiseau, peut-être une colombe, avec les ailes levées et déployées. C'était un objet magnifique, même s'il avait une aile brisée. J'imagine que c'est probablement moi qui l'avais cassé, étant un enfant curieux et maladroit. Et là, je me retrouvais dans ce couloir familier, ma main à quelques centimètres de ce flacon d'oiseau. Mon cœur s'est serré en voyant ce petit objet si cher à mon souvenir, ce stupide flacon de parfum en forme de colombe à l'aile cassée. Mais avant que ma main ne touche le flacon, l'interrupteur invisible s'est de nouveau actionné. Je me suis retrouvé devant ma télévision, la main toujours tendue vers le bouton de volume. Mon esprit ne pouvait pas assimiler ce qui venait de se produire. J'ai été pris de vertige, une nausée soudaine me submergeant. Sous le choc, je suis sorti de ma chambre, j'ai traversé le couloir, le salon, et je me suis retrouvé dans la cour avant, à essayer de respirer profondément pour me calmer. Je me suis penché en avant, les mains sur les genoux, essayant désespérément de reprendre mes esprits,
de retrouver un semblant de stabilité mentale. Cette expérience était si bouleversante, si tangible. J'étais vraiment là, devant ce placard ouvert, sur le point de saisir cet oiseau de verre, puis je ne l'étais plus. Je n'étais même pas particulièrement stressé par mes cours, c'était juste le rythme normal d'un étudiant de collège communautaire. Je n'ai jamais eu d'hallucination, et j'étais complètement sobre ce jour-là. Je n'en ai parlé qu'à quelques personnes, car, franchement, parler de téléportation momentanée dans le temps et l'espace n'est pas quelque chose qui s'intègre facilement dans une conversation quotidienne. Je connais peu de gens à qui je peux raconter cette histoire sans avoir l'impression de perdre toute crédibilité. C'est l'expérience la plus étrange que j'ai jamais vécue, et encore aujourd'hui, je ressens une boule dans la gorge et une vague d'émotion rien que d'y penser. C'était en 2010, j'avais 25 ans et j'habitais encore chez mes parents, qui me soutenaient pendant que je poursuivais mes études, après avoir quitté le lycée prématurément et être devenu parent de 2 enfants merveilleux. C'était un après-midi de début d'automne, vers 16 à 17 heures. Je me trouvais dans ma chambre, assis à mon bureau, en train de faire mes devoirs sur mon ordinateur portable. Mon bureau faisait face au mur, de l'autre côté de mon lit, et ma vieille télévision à tube cathodique était posée sur ma commode, à ma gauche, à environ 2 pieds de distance. Comme d'habitude, je traînais un peu, regardant distraitement une émission quelconque à la télé pour éviter de me concentrer sur mon travail. Comme la télé était si proche, je me suis levé pour baisser le volume manuellement, au lieu d'utiliser la télécommande. J'ai tendu la main gauche vers l'appareil, et c'est là que tout a basculé. D'un coup, mon environnement a changé. Ce moment, je le ressens encore profondément, c'est gravé en moi, cette sensation indiscutable que quelque chose d'étrange s'est produit. Je n'ai pas halluciné, c'était bien réel. J'étais de retour dans la maison de mon enfance, à une vingtaine de kilomètres de là, et apparemment 18 ans en arrière. Je me trouvais debout, face à l'unique placard du couloir dans cette petite maison d'une chambre où j'avais grandi. C'était une vieille bâtisse centenaire, et le placard avait ses portes coulissantes sur rail, celles qui finissaient toujours par sortir de leur glissière si on ne les manipulait pas avec précaution. La porte était ouverte, et ma main gauche, déjà tendue, allait attraper un objet très distinct. Quand j'étais enfant, ma mère avait un flacon de parfum qui me fascinait. Le parfum lui-même n'était pas de grande qualité et n'avait même pas une odeur que j'appréciais. Mais le flacon était en verre, en forme d'oiseau, peut-être une colombe, avec les ailes levées et déployées. Il était magnifique, même si une de ses ailes était cassée. Je suppose que c'était probablement moi qui l'avais brisé, étant l'enfant curieux et maladroit que j'étais. Et là, tout à coup, je me retrouvais dans ce couloir de mon enfance, ma main à quelques centimètres de cet oiseau-bouteille. Mon cœur s'est serré en voyant ce flacon, ce petit objet sans grande valeur mais chargé de souvenirs, ce parfum en forme de colombe à l'aile brisée. Mais avant que ma main ne touche l'oiseau, le monde a basculé de nouveau. Je me suis retrouvé devant ma télévision, ma main toujours tendue vers le bouton. Mon esprit ne comprenait pas ce qui venait de se passer, et j'ai été pris de nausées et de vertige. Sous le choc, je suis sorti de ma chambre, j'ai descendu le couloir, traversé le salon et me suis retrouvé dehors, dans la cour avant. Je n'ai pu que me pencher en avant, les mains sur les genoux, tentant désespérément de reprendre mon souffle et de rassembler un semblant de rationalité. Cette expérience était si déstabilisante, si tangible. J'étais réellement devant ce placard ouvert, sur le point de saisir ce flacon d'oiseau, puis tout a disparu. Je n'étais pas particulièrement stressé par mes cours, c'était juste le quotidien d'un étudiant de collège communautaire. Je n'ai jamais été sujet aux hallucinations, et j'étais complètement sobre ce jour-là. Je n'ai raconté cette histoire qu'à quelques personnes, car, franchement, le sujet de la téléportation momentanée dans le temps et l'espace ne se prête pas vraiment aux conversations de tous les jours. Et je ne connais que quelques amis à qui je peux parler sans avoir l'air complètement fou. Je viens de Grande-Bretagne, d'une petite ville nichée au cœur de l'Écosse rurale. Comme vous le savez peut-être, l'Écosse est célèbre pour ses brouillards épais et ses pluies fréquentes, donc je n'étais pas vraiment surpris de voir un épais brouillard lorsque ma petite amie et moi traversions une sorte de petite vallée, entourée de collines des deux côtés. C'était un endroit très isolé, personne en vue,
et il était environ 18 heures, la lumière du jour commençant déjà à s'estomper. Alors que nous roulions, ma petite amie a jeté un coup d'œil à son téléphone pour vérifier l'heure. Il était précisément 18h03, et elle m'a dit qu'on devrait rentrer. Le trajet pour arriver là où nous étions avait pris environ 1 heure de route pratiquement tout droit, donc vous pouvez imaginer notre étonnement lorsque, après environ 10 minutes de pur brouillard et de pluie, le brouillard a littéralement semblé se dissiper comme par magie, et la pluie s'est arrêtée tout aussi soudainement. Nous étions là, devant sa maison. Le moteur de la voiture tournait toujours, mais le cadran de l'horloge numérique sur le tableau de bord avait disparu, comme s'il ne s'était jamais allumé. Nous nous sommes regardés, interloqués. Nous étions sûrs que seules 10 minutes s'étaient écoulées, puisque nous n'avions écouté que 2 chansons d'une durée maximale de 5 minutes chacune. Pourtant, quand ma copine a repris son téléphone pour vérifier l'heure, il s'était éteint tout seul, alors qu'il avait encore 90% de batterie avant que tout cela ne commence. Elle a réussi à rallumer le téléphone, et il affichait 22h05 exactement. Plus de 4 heures s'étaient écoulées. Comment un trajet d'1 heure s'était-il transformé en cette période mystérieuse, où nous n'avions pourtant écouté que 2 chansons, soit environ 10 minutes. Le mystère restait entier. Ce moment, cet écart inexplicable, reste profondément gravé dans nos mémoires, et nous ne savons toujours pas comment expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. 6. Artiste. Petite présentation rapide pour vous donner le contexte. Je suis un artiste vivant à Charlotte, en Caroline du Nord. Je peins des fresques sur les plafonds pour un groupe de restaurants, ce qui m'amène à voyager un peu partout aux États-Unis. J'écris des extraits entiers de livres sur les plafonds des restaurants, un travail plutôt cool et unique. En mai 2016, ma femme et moi étions à Atlanta, en Géorgie. C'était la 2e ou 3e semaine de mai, et comme d'habitude, elle me lisait les passages pendant que je les peignais. On travaillait la nuit, et on arrivait généralement sur le chantier vers 18h30. Ce soir-là, après avoir pris un café, nous sommes rentrés par la porte latérale et avons attendu que le dernier ouvrier de construction s'en aille. Je me suis mis au travail vers 19h45. J'ai installé mon échelle et j'ai commencé à préparer une section de mur au-dessus du bar. J'avais un pinceau de 7,5 cm, un galon de peinture mat couleur beige, et un rouleau de 23 cm. Je peignais depuis à peine 20 minutes quand ma femme m'a dit qu'elle allait se changer dans notre van garé dans le parking. J'ai continué à travailler pendant 4 ou 5 minutes, puis j'ai posé mon pinceau sur le pot de peinture en haut de l'échelle pour faire une pause cigarette. Et soudain, je me réveille, allongé sur une des banquettes de l'autre côté du restaurant. Mon dernier souvenir était de descendre de l'échelle après avoir posé mon pinceau. Les lumières de la pièce clignotaient en succession, comme dans un film d'horreur. J'étais terrifié. Je ne voyais pas ma femme. J'ai regardé mon téléphone, 2h30 s'étaient écoulées. J'ai crié son nom, je l'ai appelé sur son portable, aucune réponse. Pris de panique, je suis allé en courant au parking, et je l'ai trouvé en train de se réveiller à l'arrière de notre van, sur notre petit espace aménagé. C'était totalement hors de notre normalité, on ne s'endormait jamais comme ça, encore moins tous les deux en même temps. On avait pris le rythme de travailler toute la nuit et de dormir le jour depuis février. Elle a vérifié son téléphone et a paniqué en voyant combien de temps elle avait dormi. Comme moi, elle ne se souvenait pas de s'être endormie. En retournant vers le chantier, je lui ai raconté les lumières clignotantes, et nous avons parlé aux gardes de sécurité qui les avaient éteintes et réinitialisées. Il nous a dit que l'alarme de sécurité avait été déclenchée, mais il n'avait aucune idée de ce qui aurait pu la faire sonner. Le système d'alarme n'était même pas activé à cause des ouvriers sur place, et nous empruntions souvent la porte arrière sans jamais déclencher d'alarme. Le plus effrayant, c'est ce que j'ai vu en remontant sur l'échelle. Mon pinceau était encore là, posé sur le pot de peinture, et la peinture était toujours humide. Pourtant, de la peinture latex mat aurait dû sécher sur le pinceau en moins de 2 heures dans une pièce climatisée. Je l'avais posé vers 20h, et il était 22h45 quand je l'ai repris. C'est comme si, pour mon pinceau, seules 5 à 10 minutes s'étaient écoulées, alors que pour ma femme et moi, près de 3 heures s'étaient mystérieusement volatilisées. Cette expérience me hante encore, et je n'ai aucune explication rationnelle.
Pour donner un peu de contexte, lorsque j'étais au lycée, je vivais avec ma mère dans la maison où j'avais grandi, située en pleine campagne. Le trajet en bus pour aller à l'école durait plus de 40 minutes, et notre maison se trouvait tout au bout d'une route sans issue avec seulement 4 autres maisons aux alentours. En général, ma mère travaillait en semaine et partait avant que je ne prenne le bus, mais ce matin-là, ses horaires avaient été changés pour une raison quelconque, ce qui arrivait parfois. Je me suis réveillé à 6h50, comme d'habitude, je me suis préparé et j'ai quitté la maison à 7h30. Je me souviens très précisément que ma mère chargeait le lave-vaisselle quand elle m'a dit au revoir. Je suis descendu au bout de notre chemin, ce qui ne me prenait que 2 ou 3 minutes maximum. Juste en face de la route se trouvait une sorte de plage publique miteuse donnant sur un petit lac isolé. C'était là que se trouvait l'arrêt de bus. Le bus arrivait chaque jour à 7h40 précise. Comme j'étais l'un des premiers à être ramassé, le bus était toujours ponctuel, presque à la minute près. Je suis arrivé à l'arrêt de bus, comme d'habitude. J'étais le seul élève à monter ici, et il n'y avait aucune maison visible depuis l'endroit. À cette époque, il y a 10 ou 11 ans, je n'avais pas de téléphone portable, ce qui était courant dans notre coin sans réseau. Je n'avais pas de montre non plus, mais j'étais parfaitement habitué à l'heure d'arrivée du bus. Peu à peu, j'ai commencé à sentir que le bus était en retard, mais j'ai attendu encore quelques minutes, juste pour être sûr. Pourtant, je ne l'entendais toujours pas approcher. Parfois, un chauffeur remplaçant arrivait très tôt, donc j'ai pensé que c'était peut-être le cas cette fois. Comme il était évident que le bus n'arrivait pas, j'ai décidé de retourner à la maison, tout en gardant l'oreille attentive au cas où je l'entendrais en chemin, mais toujours rien. Je suis arrivé chez moi, pensant qu'il devait être environ 7h50. J'ai ouvert la porte, et ma mère venait tout juste de lancer le lave-vaisselle, le petit écran sur le devant indiquait seulement 1 minute de cycle écoulé, et elle essuyait le comptoir. Elle a eu l'air très surprise de me voir, comment avais-je pu rater le bus en partant avec autant d'avance? J'étais aussi déconcerté qu'elle. Elle n'était pas du tout en colère, car elle m'avait vu partir à temps pour attraper le bus et m'a dit qu'elle m'emmènerait à l'école en voiture. Elle devait de toute façon faire des courses en ville, donc ce n'était pas un problème. C'est là qu'elle a jeté un coup d'œil à l'horloge de la cuisine, la même que j'avais vérifiée en partant, et a dit « Quoi ?» parce qu'il était presque 9h, précisément 8h57. Nous sommes restés là, à nous fixer, complètement stupéfaits. L'horloge était-elle cassée? Nous avons rapidement constaté que toutes les horloges de la maison indiquaient la même heure. Même l'horloge dans la voiture affichait cette heure. Résultat, je suis arrivé à l'école avec 1 heure de retard. Ma mère a refusé d'en parler, même sur le moment, en riant nerveusement et en qualifiant cela de bizarre. Elle a toujours détesté et semblé effrayée par tout ce qui touche au paranormal, et c'est un sujet qu'elle préfère éviter à tout prix. Elle se mettait en colère si je parlais des phénomènes surnaturels comme s'ils étaient réels. Je n'ai toujours aucune idée de ce qui a pu se passer ce jour-là. Je n'ai remarqué aucune blessure mystérieuse par la suite, et je n'ai rien vu ou entendu d'étrange pendant que cela se produisait. C'est comme si 1 heure entière s'était volatilisée, sans aucune explication rationnelle. Cela s'est passé il y a environ 16 ans, alors que j'étais en 2e année dans une école catholique. L'école elle-même était un immense bâtiment imposant, presque lugubre, et qui, aujourd'hui, est vide. C'était un lieu étrange, qui abritait même une église en plein centre de l'école. Les élèves parlaient souvent des toilettes du 3e étage en disant qu'elles étaient hantées. Mais, étant assez sceptique à l'époque, je pensais que c'était juste des histoires exagérées, probablement inspirées par l'ambiance sinistre de l'endroit. Je ne connais pas tous les détails de l'histoire de l'école, mais je sais qu'elle avait été un séminaire dans les années 40 à 60 avant de devenir une école catholique pour les élèves de la 1re à la 6e année. L'événement dont je vais parler ne s'est pas passé à l'intérieur du bâtiment, mais à l'extérieur, sur le terrain de jeu. Je me trouvais sur l'aire de jeu, assis sur l'un des balançoires, qui était orienté vers une partie de l'école. Il y avait un grand arbre juste devant le bâtiment. Je me balançais, comme le font les enfants, en me projetant en arrière puis en avant. Mais alors que je me balançais en avant, montant dans les airs, c'est comme si, soudainement, j'avais traversé une brèche temporelle. Juste pendant une fraction de seconde,
j'ai eu l'impression de voir un instantané du passé. Devant moi, assis sur les branches de l'arbre, il y avait 4 ou 5 jeunes garçons. Ils étaient habillés de manière simple, portant des salopettes et certains avec ces casquettes bizarres, typiques de la fin des années 1800 ou du début des années 1900. Leur visage était inexpressif, presque neutre, et ils balançaient leurs jambes, comme s'ils s'amusaient ou se détendaient après avoir joué. Le plus étrange, c'est qu'ils semblaient légèrement ternis, presque grisâtres, comme s'ils avaient été recouverts d'une fine couche de poussière ou de saleté, mais je pouvais les voir avec une netteté surprenante, comme s'ils étaient bien réels. Je savais instinctivement qu'ils ne devaient pas être là, qu'ils n'appartenaient pas à ce moment précis. Mais lorsque je suis reparti en arrière avec la balançoire, ils avaient disparu. Comme s'ils n'avaient jamais été là. C'était une vision instantanée, un fragment du passé qui s'était manifesté sous mes yeux, mais en temps réel. Je n'ai pas ressenti de peur à ce moment-là, juste de la confusion. J'étais trop jeune pour vraiment comprendre ce qui s'était passé, et l'événement m'a plus laissé perplexe qu'effrayé. C'était comme si j'avais été témoin d'une scène figée dans le temps, qui s'était brièvement superposée à ma réalité. Mes frères et moi avions respectivement 8, 7 et 4 ans lorsque cela s'est produit, et notre plus jeune frère, qui avait alors 4 ans, n'a aucun souvenir de ce jour. J'avais 8 ans à l'époque, et je me souviens de presque tout ce qui s'est passé, surtout parce que je n'ai jamais vu nos parents, nos grands-parents, ni nos oncles aussi effrayés de toute ma vie. Vous vous demandez peut-être quel élément paranormal se cache derrière cette histoire. Eh bien, mon frère, qui avait 7 ans à l'époque, et moi sommes d'accord, nous n'avons pas disparu pendant plus d'1 heure. Pourtant, nos grands-parents et nos parents affirment que nous avons été absents toute la journée. Ce qui est encore plus étrange, c'est que notre grand-mère, qui a juré jusqu'à sa mort ne jamais nous avoir vus ce jour-là, nous avons juré qu'elle nous avait regardés et même fait un signe de la main. Commençons par un peu de contexte. 4 fois par an, nous partions en famille pour passer du temps dans une cabane que nous appelons le château. Le château est situé près du barrage de Wyangala, en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. C'était un lieu reculé, où les plus grands dangers étaient les kangourous, peut-être, les serpents et les araignées. Nous avions des règles strictes, ne jamais dépasser la vallée au bas du château ni franchir les collines qui l'entouraient. Mais ce jour-là, nous avons enfreint ces règles. C'était en 2004, et nous étions là avec notre mamie et papy, notre mère, notre père, et nos 2 oncles. Ce matin-là, à 5 heures, mes frères et moi étions déjà debout, habillés, et en train de jouer à un jeu de société Bob le bricoleur. Notre mamie, qui se plaignait qu'on les réveillait, nous a dit d'aller jouer dehors, mais de revenir pour le petit déjeuner à 7h30. En tant que grande sœur, c'était mon rôle de surveiller mes petits frères et de m'assurer qu'on suivait les règles. Mais ce jour-là, on a décidé de faire une exception. Nous voulions grimper la colline de l'autre côté de la vallée pour admirer le lever de soleil sur l'eau du barrage. Je pensais qu'on pouvait le faire et être de retour à temps pour le petit déjeuner. Si nous restions sur la route qui traversait la vallée, je savais que nous pourrions être vus depuis le château si quelqu'un venait nous chercher. Nous avons donc commencé notre petite expédition. Et c'est là que les choses sont devenues étranges. Arrivés au sommet de la colline, nous avons contemplé le lever du soleil pendant une dizaine de minutes. Il était environ 6 heures, d'après la montre que je portais. Nous avons décidé de redescendre. En arrivant dans la vallée, nous nous sommes arrêtés un instant pour observer le paysage. Nous pouvions voir le fond de la vallée, et l'idée d'aventure a pris le dessus. Nous avons décidé de traverser la vallée et de remonter de l'autre côté, pensant que nous avions largement le temps. Nous avons zigzagué entre les buissons d'épines, les rochers instables et les touffes de spinifex, mais nous avons essayé de rester aussi droit que possible. Arrivé au fond, j'ai vérifié l'heure, 6h15. Puis, à notre grande surprise, nous avons vu notre mamie debout au sommet de la vallée, nous regardant. Elle nous a même fait un signe de la main et a souri. Nous pensions que nous allions nous faire gronder, mais elle est simplement partie. Nous étions soulagés et avons commencé à remonter, en riant et en discutant comme seuls des enfants peuvent le faire. En atteignant le sommet de l'autre côté, nous avons à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait. Notre mamie venait en courant du château, hurlant et pleurant, nous demandant où nous étions passés. Je me suis tourné vers mes frères,
puis vers elle, et j'ai pointé la vallée, trop choqué pour parler. Elle nous a serrés dans ses bras, en pleurs, et nous a ordonné de monter dans la voiture pour qu'on aille retrouver notre papy, nos parents et nos oncles qui nous cherchaient. C'est là que j'ai vu l'heure sur le tableau de bord de la voiture, 19 heures. Le soleil se couchait, pas en train de se lever. Ma montre affichait aussi 7 heures. J'ai montré à mon frère de 7 ans, qui était tout aussi perdu. L'année dernière, notre mamie est décédée de façon inattendue, et lors de ses funérailles, notre père a évoqué ce jour où nous avions disparu. Il a même plaisanté en disant que si cela avait été lui et ses frères, elle ne se serait pas inquiétée, mais parce que c'était nous, ses précieux petits-enfants, elle avait été terrifiée. Notre plus jeune frère n'avait aucun souvenir, mais mon autre frère et moi nous souvenions parfaitement. Nous avons raconté à notre père ce que nous avions vécu, et il nous a révélé leur version de l'histoire. Ma mère s'était levée vers 6h30, s'inquiétant de ne plus entendre notre bruit habituel. Elle avait cherché partout, dans le château, dans notre petite cabane secrète, et avait même crié nos noms. Lorsqu'elle n'a eu aucune réponse, elle a réveillé tout le monde pour commencer à nous chercher. Elle était allée au poste des gardes forestiers, pendant que mon père et papy exploraient les collines et les sentiers en 4x4. Mes oncles, eux, avaient vérifié les autres cabanes, le parc de caravanes et le hangar à bateaux. En réalité, ils avaient avoué plus tard qu'ils s'étaient arrêtés pour manger du poisson frit et boire une bière, convaincus que nous allions réapparaître. Mamie, elle, était restée au château, trop terrifiée pour s'en éloigner. Ni ma mère ni mon père ne nous avaient vus dans la vallée. Même s'ils avaient scruté cette zone, nous n'étions pas là, ni visibles, ni audibles. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'en y retournant l'année dernière, mes frères et même mon père n'ont pas pu comprendre comment nous aurions pu être invisibles. Même si, d'une manière ou d'une autre, nous avions été cachés, ils auraient dû nous entendre. Et cette figure qui ressemblait tant à notre mamie, qui était-ce ? Cela reste un mystère que nous ne pourrons jamais expliquer. Cela s'est passé il y a quelques mois, et depuis, je ne cesse d'y repenser. En général, je crois que les phénomènes paranormaux sont possibles, mais je pense aussi que la plupart des rencontres inhabituelles peuvent être assez facilement démystifiées. Ne pas trouver d'explication logique à ma propre expérience m'a donc profondément dérangé. Je vis avec mon père dans une maison à 2 étages. Nous avons divisé la maison en 2 appartements, je vis à l'étage, et lui, au rez-de-chaussée. En haut de l'escalier qui mène à ma partie de la maison, il y a une porte accordéon. Cette porte a une serrure de fortune, un système bricolé qui utilise une poulie reliée à un morceau de métal. La porte peut être déverrouillée de l'extérieur avec un morceau de métal tordu en forme de crochet. Je m'excuse pour tous ces détails, mais je ne veux rien omettre qui pourrait être important. Mon père travaille de nuit. Le soir, je garde nos 4 chats avec moi à l'étage. Pendant la journée, ils ont accès à toute la maison. Nous avons une routine, dès qu'ils rentrent du travail le matin, vers 7 heures, il nourrit les chats. Il prépare leur nourriture humide sur des assiettes, la chauffe au micro-ondes, puis monte et utilise l'outil pour déverrouiller la porte. Et c'est là que les choses deviennent étranges. J'ai une longue histoire d'insomnie et d'hypersomnie. Soit je ne peux pas dormir, soit je ne peux rien faire d'autre que dormir. La nuit où c'est arrivé, j'étais en pleine crise d'insomnie. Je me trouvais allongé dans mon lit, éveillé, quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. J'ai entendu mon père enlever ses chaussures et accrocher son manteau. J'ai entendu les assiettes des chats sortir et le micro-ondes biper. Tout était parfaitement normal. Ensuite, j'ai entendu des pas monter les escaliers. À ce moment-là, j'aurais dû entendre le bruit caractéristique que fait le verrou quand il est forcé. Mais à la place, la porte a tremblé, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir sans déverrouiller le système. Puis j'ai entendu une voix masculine dire « Non, ce n'est pas ça ». La voix était claire et distincte. Et puis plus rien. Pas de pas redescendant les escaliers, pas de porte d'entrée qui s'ouvre, pas de véhicule qui s'éloigne. J'ai regardé l'heure et j'ai réalisé qu'il n'était que 6 heures, soit 1 heure avant l'heure habituelle de retour de mon père. J'étais paniqué. Je me suis levé en silence et je suis allé écouter derrière ma porte, mais je n'entendais aucun bruit en bas. J'ai appelé mon père pour lui demander s'il avait pu finir son travail plus tôt,
mais il m'a répondu que non. Je suis absolument certain que ce n'était pas de la paralysie du sommeil, car j'étais complètement éveillé. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans le sud de Houston. Mes amis et moi avons découvert un jour un vieux bâtiment caché dans une zone boisée. L'endroit semblait abandonné depuis des lustres. Il avait tout l'air d'une maison hantée, façade délabrée, pas de chemin d'accès, loin de toute route. Par pure curiosité, nous avons décidé d'explorer l'intérieur. Nous sommes entrés par une porte sur le côté gauche de la maison. À l'intérieur, il y avait encore de vieux fauteuils de dentiste, 2 en tout, avec des instruments médicaux éparpillés et des livres anciens. J'ai ramassé l'un des livres en meilleur état. C'était un manuel médical avancé de l'armée américaine. Tandis que mes amis continuaient à fouiller les autres parties du bâtiment, je me suis retrouvé seul à l'étage. Le silence était total, je n'entendais plus mes amis. C'est alors que j'ai entendu des voix. Intrigué, mais aussi nerveux, j'ai suivi le bruit le long d'un couloir. De chaque côté, il y avait des pièces dont certaines avaient des portes fermées. J'ouvrais chaque porte, mais je ne trouvais que des meubles poussiéreux et des fenêtres brisées. Quand je suis arrivé à la dernière porte, les voix étaient plus fortes. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, mais j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai ouvert la porte. Ce que j'ai vu m'a pétrifié de peur. Au centre de la pièce, il y avait une table et des chaises. 4 personnes étaient assises, en pleine conversation. Une femme, debout, versait de l'alcool dans des verres. Ils semblaient totalement indifférents à ma présence et continuaient de parler comme si je n'étais pas là. Ils portaient tous des vêtements des années 1920, des tenues d'un autre temps, et il y avait des pistolets posés sur la table. Je me suis figé, incapable de bouger, jusqu'à ce que la panique me submerge. J'ai crié comme un enfant terrifié et me suis enfui à toute vitesse, dévalant les escaliers. En me retournant, je les ai vus qui me fixaient depuis la fenêtre, me suivant du regard. À ce moment-là, mes amis me rejoignaient, courant aussi. L'un d'eux m'a crié « T'es entré dans cette pièce avec les gens ?» Je leur ai répondu oui, encore sous le choc. Ils m'ont dit qu'ils avaient entendu les voix et qu'ils voulaient me prévenir, mais ils étaient restés en bas, à peu près sous cette pièce. Nous avons essayé de retrouver ce bâtiment quelques jours plus tard, tous les 5. Pourtant, il avait disparu. Le terrain boisé ne faisait que quelques hectares, mais il n'y avait plus de traces du bâtiment, seulement une dalle de fondation. Nous étions stupéfaits. Il était impossible qu'on ait démoli la maison en 3 jours seulement. Mais elle n'était plus là. Nous étions complètement déroutés, mais avons fini par supposer qu'elle avait été détruite, même si c'était absurde. Jusqu'à aujourd'hui, je garde encore ce vieux livre médical que j'ai pris ce jour-là. Cette expérience reste un mystère que je ne peux toujours pas expliquer. Cela s'est passé il y a environ 16 ans, quand j'avais 8 ans, dans les années 1970. J'étais à l'époque un jeune scout, vivant avec ma sœur et mes parents dans un quartier résidentiel tranquille, juste au sud de Stockholm, en Suède. Notre maison se trouvait dans un endroit calme, et il me fallait environ 20 minutes pour me rendre à pied aux locaux de mon groupe scout, ce que je faisais souvent seul ou à vélo. Ce soir-là, j'avais marché pour y aller. Il était environ 20h30 lorsque je repartais pour rentrer chez moi. C'était la mi-octobre, et la nuit tombait tôt à cette période de l'année. Je devais traverser un grand parking et une station-service fermée, une zone mal éclairée que je trouvais toujours un peu effrayante. Comme d'habitude, je me suis empressé de la dépasser, pressant le pas jusqu'à ce que je sois de retour dans mon quartier, un endroit que je connaissais par cœur, chaque arbre, chaque buisson, chaque recoin, comme seuls les enfants peuvent connaître un lieu familier. Je marchais sur le trottoir le long de la route menant à un rond-point. Des voitures passaient de temps en temps, rien d'inhabituel pour cette heure. Et puis, c'est arrivé. Alors que je faisais un pas normal en avant, c'est comme si le monde entier s'était soudain ralenti, puis figé, en l'espace d'une seconde. Un son profond, semblable au bruit de subwoofer que l'on entend avant un film dans les salles de cinéma, a retenti. J'ai ressenti une sorte de vision en tunnel, et tout est devenu silencieux. Pas de voiture, pas de mouvement, pas de bruit, juste un vide total.
Je crois que la scène n'a pas duré plus de 15 ou 20 secondes, mais ça m'a paru beaucoup plus long. Puis, aussi soudainement que c'était apparu, tout est redevenu normal. Mon pied gauche, qui était suspendu dans les airs, a touché le sol. J'étais abasourdi, figé sur place, terrifié et fasciné à la fois. J'ai fait un pas prudent en avant, mais rien ne s'est passé, si ce n'est que je me suis retrouvé les pieds dans une flaque d'eau. Et c'est là que j'ai réalisé que la pluie tombait doucement, et que mes vêtements et mes cheveux étaient trempés. Juste quelques secondes auparavant, le ciel était dégagé, avec des étoiles visibles. Troublé par ce que je venais de vivre, j'ai accéléré le pas pour rentrer chez moi. J'étais pressé de raconter l'incident à mes parents. Mais à peine ai-je franchi la porte que j'ai été accueilli par mes parents, qui étaient dans un état de panique totale. Ils m'ont immédiatement demandé, sur un ton furieux, où j'étais passé. Complètement déconcerté, j'ai bégayé que j'étais allé au scout et que j'étais rentré directement. Ma mère, visiblement bouleversée, m'a pointé l'horloge du mur en me demandant d'arrêter de mentir. L'horloge indiquait 21h55. Plus d'une heure s'était écoulée depuis que j'avais quitté les scouts. Je ne comprenais rien. J'ai insisté, encore et encore, que j'étais rentré directement. Mais ma mère, inquiète et en colère, n'y croyait pas. Puis, voyant que je me défendais avec une telle véhémence, mon père s'est tourné vers elle et a dit « Je crois qu'il dit la vérité ». Je n'oublierai jamais ce moment de soulagement. Ma mère, encore sous le choc, m'a pris dans ses bras et m'a serré si fort, comme jamais auparavant, répétant « Mais où étais-tu passé ?» Quand ils se sont assurés que je n'étais ni blessé ni traumatisé, mon père m'a expliqué qu'il avait parcouru la route que je prenais, 3 fois, appelant mon nom, sans jamais me voir. Ils avaient même contacté les parents de tous mes amis et étaient sur le point d'appeler la police quand je suis enfin rentré. Ils m'ont demandé calmement si quelque chose s'était passé sur le chemin, quoi que ce soit. J'allais répondre que non, mais l'étrange incident m'est revenu en mémoire, et je leur ai tout raconté. Ils m'ont écouté avec un mélange d'incrédulité et de fascination. Mon père, particulièrement rationnel, semblait perdu face à une telle histoire. Nous n'en avons pas beaucoup reparlé par la suite, mais des années plus tard, mon père m'a questionné de nouveau. Je lui ai répété exactement ce que j'avais raconté ce soir-là, et il m'a avoué que, bien qu'il veuille me croire, l'histoire était si fantastique qu'il avait du mal à l'accepter. « Tu avais disparu » m'a-t-il dit. Comme si tu t'étais évaporé. Où est passée cette heure? Où étais-tu? Je n'avais toujours aucune réponse à lui donner. Plus tard, après la mort de mon père, j'en ai reparlé avec ma mère. Elle a ri, d'un rire nerveux, et m'a confié qu'elle avait toujours pensé que j'avais été enlevé par des extraterrestres, même si ce n'était qu'à moitié sérieux. Aujourd'hui, j'ai 55 ans, et je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Je n'ai jamais vu de lumières étranges ni d'objets volants. Et pourtant, quelque chose de vraiment inexplicable s'est produit. J'ai écrit cette histoire le soir même de l'incident, et ma mère a fait de même, j'ai découvert bien plus tard. Ce que vous venez de lire est basé sur nos 2 récits de cette nuit-là, et c'est un mystère qui me hante encore aujourd'hui. Je me demande si certains d'entre vous ont déjà vécu des glitches temporels. Par là, j'entends ces moments où le temps semble ne pas correspondre à la réalité, ou comme si une version presque similaire de la réalité s'était mêlée à la vôtre, provoquant un décalage de durée qui défie toute logique. Je vais partager l'une de mes expériences, plutôt inoffensive, mais qui reste intrigante. Un jour, c'était un week-end comme les autres, mes 3 amis et moi jouions ensemble en ligne, comme on le fait souvent. À un moment donné, l'un de mes amis, appelons-le Vincent, a annoncé qu'il devait sortir le chien et qu'il en profiterait pour prendre un café avant de revenir. Il a précisé que ça ne prendrait pas plus de 10 minutes, son chien étant très petit et la promenade rapide. On a décidé de l'attendre, le délai est en cours. Au début, on a juste discuté, patientant tranquillement, et quand les 10 minutes se sont écoulées, on s'est dit qu'il allait probablement être en retard, comme cela arrive parfois. Il lui arrive souvent d'être retardé par sa famille, alors pour ne pas s'ennuyer, on a décidé de regarder ensemble une vidéo d'1 heure. Finalement, après un total de 45 minutes, Vincent est revenu et a demandé si nous étions prêts à reprendre. On a répondu que oui, mais on lui a quand même demandé,
par curiosité, ce qui l'avait tant retardé. Il nous a regardés, interloqués, et a demandé ce qu'on voulait dire par « retard ». Nous lui avons expliqué qu'il avait mis beaucoup plus de temps que prévu, et on se demandait si sa famille l'avait retenu ou s'il s'était passé quelque chose. Il a rigolé, incrédule, et a assuré que c'était impossible. Selon lui, il avait juste sorti le chien, bu son café, discuté brièvement avec ses parents, et était revenu. Il insistait sur le fait que tout cela n'avait pas duré plus de 15 minutes au maximum. On lui a expliqué que nous avions attendu environ 10 minutes, puis regardé ensemble plus de la moitié de notre vidéo d'1 heure, donc non, ça n'avait pas duré si peu de temps. Il semblait sincèrement perplexe et, à la longue, légèrement agacé que nous ne le croyions pas. Mais nous étions tout aussi certains de notre version. Il n'y avait pourtant aucune raison pour lui de mentir ou de cacher quelque chose. Habituellement, même s'il y avait eu un événement privé, il se serait contenté de dire « Oh, des histoires de famille » et on n'aurait pas insisté. Mais là, il s'obstinait à dire qu'il n'avait pas pris autant de temps, et ce n'était pas pour se défendre, parce que nous avons l'habitude de ces retards et cela ne nous dérange absolument pas. Depuis, chaque fois qu'on évoque cette histoire, Vincent reste fidèle à sa version des faits. On en vient à penser que c'est plus qu'une simple perception du temps qui passe différemment. Peut-être que, de son côté, il n'a vraiment pas ressenti le passage du temps de la même manière. Ou alors, il s'est réellement passé quelque chose qu'il ne veut pas admettre bien que ce soit peu probable, car il aurait au moins reconnu le retard, même vaguement. Au final, on a envisagé la possibilité d'un véritable glissement temporel. Une réalité où Vincent a vécu un laps de temps beaucoup plus court que celui que nous avons expérimenté de notre côté. Le week-end dernier, mon partenaire et moi rentrions à pied de l'épicerie. Le magasin est à environ 5 à 6 pâtés de maison de chez nous, le long d'une route principale assez fréquentée. Nous marchions, discutant joyeusement, quand nous avons commencé à sentir une forte odeur de tabac à pipe. Cela nous a fait sourire, et nous avons commencé à parler de combien nous aimions cette odeur, qui nous rappelait une soirée passée, au début de notre relation. En même temps, nous regardions autour de nous, essayant de trouver d'où venait cette odeur. À notre grande surprise, ce n'était pas une personne qui fumait une pipe, mais 2 hommes fumant des cigares sur le bord de la route. Cela nous a semblé un peu étrange, mais bon, peut-être qu'un cigare et une pipe peuvent avoir une odeur similaire, après tout. En passant près d'eux, ils nous ont regardés, et tout est devenu bizarre. Ils ont commencé à dire des choses vaguement agressives, je ne me souviens plus exactement, mais c'était quelque chose comme « Mon Dieu » en plein jour. Nous avons eu l'impression qu'ils parlaient de nous, alors nous avons continué notre chemin sans nous retourner. À ce moment-là, nous avons tous les deux remarqué un silence étrange. Plus aucune voiture ne passait. Les voitures devant nous étaient immobiles, comme figées, et le principal bruit que nous entendions venait d'un café au bout de la rue, qui jouait de la musique de piano française. Quelqu'un de l'autre côté de la route, que nous ne pouvions pas voir, semblait complètement perdre les pédales, criant et hurlant de manière hystérique. L'ambiance était profondément dérangeante, presque irréelle, et nous avons fait remarquer à quel point ce silence était anormal. Nous avons atteint la fin du pâté de maison, là où se trouvait le café, et c'est comme si nous avions heurté un mur de bruit. Soudain, le vacarme de la ville était revenu, les voitures se remettaient à rouler, des cyclistes passaient en sonnant leurs cloches, et tous les bruits de la ville avaient repris avec une force incroyable. C'était tellement brutal, ce retour soudain à la normalité. Nous avons parlé de ce qui s'était passé et avons réalisé que nous avions vécu exactement la même chose, avec les mêmes impressions. J'avais même la sensation inexplicable d'avoir été, pendant un moment, dans une autre époque. Je ne sais pas pourquoi, c'était juste un pressentiment. Nous avons continué notre chemin, encore un peu perturbés. En chemin, nous avons croisé 2 autres hommes qui semblaient identiques au premier, mais avec des visages étranges, presque inhumains, qui donnaient une impression très agressive. Nous avons à nouveau ressenti cette sensation de « quelque chose ne va pas », mais c'était peut-être parce que nous étions déjà sur nos gardes, et après tout, c'était quelques jours avant Halloween. Quand nous sommes rentrés à la maison, notre fils a réagi comme si nous étions partis depuis des heures. En vérifiant mon téléphone, j'ai vu que nous avions quitté le magasin il y avait plus de 30 minutes,
alors que le trajet ne prend normalement que 10 minutes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais même une semaine après, j'en reste secoué. J'ai évité de marcher sur ce même tronçon de rue toute la semaine. Cela peut sembler insignifiant, mais nous avons vraiment été terrifiés. Tout semblait tellement anormal, presque sinistre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.